La Ligue des rouquins. Une aventure de Sherlock Holmes par Arthur Conan Doyle, contée par Raph Adam. Un jour de l'automne dernier, je m'étais rendu chez mon ami Sherlock Holmes. Je l'avais trouvé en conversation sérieuse avec un gentleman d'un certain âge, de forte corpulence, rubicond et pourvu d'une chevelure d'un rouge flamboyant. Je m'excusais de mon intrusion et j'allais me retirer, lorsque Holmes me tira avec vivacité dans la pièce et referma la porte derrière moi. « Vous ne pouviez pas choisir un moment plus propice pour venir me voir, mon cher Watson ?» dit-il avec une grande cordialité. « Je craignais de vous déranger en affaires. »« Je suis en affaires, très en affaires. Alors je vous attendrai à côté. »« Pas du tout. Ce gentleman, Monsieur Wilson, a été mon associé. Il m'a aidé à résoudre beaucoup de problèmes. Sans aucun doute, il me sera d'une incontestable utilité pour celui que vous me soumettez. » Le gentleman corpulent se souleva de son fauteuil et me gratifia d'un bref salut. Une interrogation rapide brilla dans ses petits yeux cernés de graisse. « Essayez mon canapé !» fit Holmes en se laissant retomber dans son fauteuil. Il rassembla les extrémités de ses 10 doigts comme il le faisait fréquemment lorsqu'il avait l'humeur enquêteuse. « Je sais, mon cher Watson, que vous partagez la passion que je porte à ce qui est bizarre et nous entraîne au-delà des conventions ou de la routine quotidienne. Je n'en veux pour preuve que votre enthousiasme à tenir la chronique de mes petites aventures, en les embellissant parfois, ne vous en déplaise. Les affaires où vous avez été mêlé m'ont beaucoup intéressé, c'est vrai. Vous rappelez-vous ce que je remarquais l'autre jour ? C'était juste avant de nous plonger dans le très simple problème de mademoiselle Mary Sutherland. Je disais que la vie elle-même, bien plus audacieuse que n'importe quelle imagination, nous pourvoit de combinaisons extraordinaires et de faits très étranges. Il faut toujours revenir à la vie. Proposition que je me suis permis de contester. Vous l'avez discuté, docteur. Mais vous devrez néanmoins vous ranger à mon point de vue. Sinon, j'entasserai les preuves sous votre nez jusqu'à ce que votre raison vacille et que vous vous rendiez à mes arguments. Cela dit, Monsieur Jabez Wilson, ici présent, a été assez bon pour passer chez moi. Il a commencé un récit qui promet d'être l'un des plus sensationnels que j'ai entendus ces derniers temps. Ne m'avez-vous pas entendu dire que les choses les plus étranges, et pour ainsi dire uniques, étaient très souvent mêlées non à de grands crimes, mais à de petits crimes ? Et quelquefois, là où le doute était possible si aucun crime n'avait été positivement commis ? Jusqu'ici, je suis incapable de préciser si l'affaire en question annonce ou non un crime. Pourtant, les circonstances sont certainement exceptionnelles. Peut-être M. Wilson aura-t-il la grande obligeance de recommencer son récit. Je ne vous le demande pas uniquement parce que mon ami, le docteur Watson, n'a pas entendu le début. Mais la nature particulière de cette histoire me fait désirer avoir de votre bouche un maximum de détails. En règle générale, lorsque m'est donnée une légère indication sur les cours des événements, je puis me guider ensuite par moi-même. Des milliers de cas semblables me reviennent en mémoire. Mais je suis forcé de convenir en toute franchise qu'aujourd'hui, je me trouve devant un cas très à part. Le client corpulent bomba le torse avec une fierté visible, avant de tirer de la poche intérieure de son pardessus un journal sale et chiffonné. Tandis qu'il cherchait au bout de la colonne des petites annonces, sa tête s'était inclinée en avant et je pus le regarder attentivement. Tentant d'opérer selon la manière de mon compagnon, je m'efforçais de réunir quelques remarques sur le personnage d'après sa mise et son allure. Mon inspection ne me procura pas beaucoup de renseignements. Notre visiteur présentait tous les signes extérieurs d'un commerçant britannique moyen. Il était obèse, il pontifiait, il avait l'esprit lent. Il portait un pantalon à carreaux qui aurait fait les délices d'un berger, gris et terriblement ample. Une redingote noire, pas trop propre et déboutonnée sur le devant. Un gilet brun douteux, traversé d'une lourde chaîne cuivrée et un carré de métal troué qui y trimballait comme un pendentif. De plus, un haut de forme effiloché et un manteau jadis marron, présentement pourvu d'un col de velours, gisait sur une chaise. En résumé, à le regarder comme je le vis, cet homme n'avait rien de remarquable, si ce n'était sa chevelure extra-rouge et l'expression de chagrin et de mécontentement qui se lisait sur ses traits. L'œil vif de Sherlock Holmes me surprit dans mon inspection, et il secoua la tête en souriant lorsqu'il remarqua mon regard chargé de questions. En dehors des faits évidents que M. Wilson a quelque temps pratiqué le travail manuel, qu'il prise,
Qu'il est franc-maçon, qu'il est allé en Chine et qu'il a beaucoup écrit ces derniers temps, je ne puis déduire rien d'autre, dit Holmes. Monsieur Jabez Wilson sursauta dans son fauteuil. Il garda le doigt sur son journal, mais il dévisagea mon camarade avec ahurissement. « Comment diable savez-vous tout cela, monsieur Holmes ? Comment savez-vous, par exemple, que j'ai pratiqué le travail manuel ? C'est vrai comme l'Évangile. J'ai débuté dans la vie comme charpentier à bord d'un bateau. » Vos mains me l'ont dit, cher monsieur. Votre main droite est presque 2 fois plus large que la gauche. Vous avez travaillé avec elle, et ses muscles ont pris de l'extension. Bon, mais que je prise, et que je suis franc-maçon ? Je ne ferai pas injure à votre intelligence en vous disant comment je l'ai vu. D'autant plus que, en contradiction avec le règlement de votre ordre, vous portez en guise d'épingle de cravate un arc et un compas. Ah, bien sûr, je l'avais oublié. Mais, pour ce qui est d'écrire, que peut indiquer d'autre cette manchette droite s'illustrer ? Et cette tache claire, près du coude gauche, à l'endroit où vous posez votre bras sur votre bureau ? Soit, mais... Et la Chine ? Légèrement au-dessus de votre poignet droit, il y a un tatouage. Le tatouage d'un poisson qui n'a pu être fait qu'en Chine. J'ai un peu étudié les tatouages, et j'ai même apporté ma contribution à la littérature qui s'est occupée d'eux. Cette façon de teindre en rose délicat les écailles d'un poisson ne se retrouve qu'en Chine. Quand de surcroît, je remarque une pièce de monnaie chinoise pendue à votre chaîne de montre. Le doute n'est plus permis. Monsieur Jabez Wilson eut un rire gras. « Eh bien, c'est formidable. Au début, j'ai cru que vous étiez un as, mais je m'aperçois que ça n'était pas si malin, au fond. » Je commence à me demander, Watson, dit Holmes, si je n'ai pas commis une grave erreur en m'expliquant. Omne ignotum pro magnifico. Vous savez ? Et ma petite réputation sombrera si je me laisse aller à ma candeur naturelle. Vous ne pouvez pas trouver l'annonce, monsieur Wilson ? Si, je l'ai à présent, répondit-il, avec un gros doigt rougeau posé au milieu de la colonne. La voici. C'est l'origine de tout. Lisez-la vous-même, monsieur. Je pris le journal et je lus. À la Ligue des rouquins, en considération du legs de feu Ezekiah Hopkins, de Lebanon, Penn, USA, une nouvelle vacance est ouverte qui permettrait à un membre de la Ligue de gagner un salaire de 4 livres par semaine pour un emploi purement nominal. Tous les rouquins, sains de corps et d'esprit, âgés de plus de 21 ans, peuvent faire acte de candidature. Se présenter personnellement lundi à 11h à M. Duncan Ross, au bureau de la Ligue, 7 Pope's Court, Flip Street. Qu'est-ce que ceci peut bien signifier ? Articulai-je, après avoir relu cette annonce extraordinaire. Holmes se gloussa et il se tortilla dans son fauteuil. C'était chez lui un signe d'enjouement. Nous voici hors des sentiers battus, n'est-ce pas ? Maintenant, monsieur Wilson, venons-en aux faits. Racontez-nous tout. Sur vous-même, sur votre famille et sur les conséquences qu'entraîna cette annonce sur votre existence. Docteur, notez d'abord le nom du journal et la date. Morning Chronicle, le 11 août 1890. Il y a donc 2 mois de cela. Parfait. À vous, monsieur Wilson. Eh bien, les choses sont exactement celles que je viens de vous dire, monsieur Holmes, dit Wilson en s'épongeant le front. Je possède une petite affaire de prêt sur gage à Coburg Square, près de la City. Ce n'est pas une grosse affaire. Ces dernières années, elle m'a tout juste rapporté quoi vivre. J'avais pris avec moi 2 commis, mais à présent un seul me suffit. Et je voudrais avoir une affaire qui marche pour le payer convenablement, car il travaille à mi-traitement comme débutant. Comment s'appelle cet obligeant jeune homme ? s'enquit Holmes. Vincent Spaulding, et il n'est plus tellement jeune, difficile de préciser son âge. Je ne pourrais pas souhaiter un meilleur collaborateur, monsieur Holmes, et je sais très bien qu'il est capable de faire mieux, et de gagner le double de ce que je lui donne. Mais après tout, s'il s'en contente, pourquoi lui mettrais-je d'autres idées dans la tête ? C'est vrai, pourquoi ? Vous avez la chance d'avoir un employé qui accepte d'être payé au-dessous du tarif. À notre époque, il n'y a pas beaucoup d'employeurs qui pourraient en dire autant. Mais est-ce que votre commis est tout aussi remarquable dans ce genre que l'annonce de tout à l'heure ? Oh, il a ses défauts, bien sûr, dit M. Wilson. Par exemple, je n'ai jamais vu un pareil fanatique de photographie. Il disparaît, soudain, avec un appareil.
alors qu'il devrait plutôt chercher à enrichir son esprit, puis il revient, et c'est pour foncer dans la cave, tel un lièvre dans son terrier, où il développe ses photos. Voilà son principal défaut, mais dans l'ensemble, il travaille très bien. Je ne lui connais aucun vice. Il est encore avec vous, je présume. Oui, monsieur. Lui, plus une gamine de 14 ans qui nettoie et fait un peu de cuisine. C'est tout ce qu'il y a chez moi, car je suis veuf et je n'ai jamais eu d'enfant. Nous vivons tous trois, monsieur, très paisiblement. Et au moins, à défaut d'autres richesses, nous avons un toit et payons comptant. Nos ennuis ont commencé avec cette annonce. Spaulding est arrivé au bureau il y a juste 8 semaines aujourd'hui, avec le journal, et il m'a dit « Je voudrais bien être un rouquin, monsieur Wilson. » Un rouquin ? Et pourquoi ? lui ai-je demandé. Parce qu'il y a un poste vacant à la Ligue des rouquins, et que le type qui sera désigné gagnera une petite fortune. J'ai l'impression qu'il y a plus de postes vacants que de candidats, et que les administrateurs ne savent pas quoi faire de l'argent du legs. Si seulement mes cheveux consentaient à changer de couleur, ce serait une belle planque pour moi. Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? dis-je à mon commis. Parce que, monsieur Holmes, je suis très casanier, moi, et comme les affaires viennent à mon bureau sans que j'aie besoin d'aller au-devant d'elles, la fin de la semaine arrive souvent avant que j'aie mis un pied dehors. De cette façon, je ne me tiens pas très au courant de ce qui se passe à l'extérieur, mais je suis toujours content d'avoir des nouvelles. « Jamais entendu parler de la Ligue des rouquins ?» interroge Spaulding en écarquillant les yeux. « Jamais. » Eh bien, ça m'épate. En tout cas, vous pourriez obtenir l'un des postes vacants. Et qu'est-ce que ça me rapporterait ? Oh, pas loin de 200 livres par an, et le travail est facile. Il n'empêche personne de s'occuper en même temps d'autre chose. Bon, vous devinez que je dresse l'oreille. D'autant plus que depuis quelques années, les affaires sont très calmes. 200 livres de plus, cela m'arrangerait bien. Vide ton sac, dis-je à mon commis. Voilà, il me montre le journal de l'annonce. Vous voyez bien qu'à la Ligue, il y a un poste vacant. Il donne même l'adresse où se présenter. Pourtant, que je me souvienne, la Ligue des rouquins a été fondée par un millionnaire américain du nom d'Ezekiah Hopkins. C'était un type qui avait des manies. Il avait des cheveux roux et il aimait bien tous les rouquins. Quand il mourut, on découvrit qu'il avait laissé son immense fortune à des curateurs qui avaient pour instruction de fournir des emplois de tout repos aux rouquins. D'après ce que j'ai entendu dire, on gagne beaucoup d'argent pour ne presque rien faire. Mais, dis-je, des tas et des tas de rouquins vont se présenter. Pas tant que vous pourriez le croire. D'ailleurs, c'est un job qui est pratiquement réservé aux Londoniens. L'Américain a démarré de Londres quand il était jeune. Et il a voulu témoigner de sa reconnaissance à cette bonne vieille ville. De plus, on m'a raconté qu'il était inutile de se présenter si l'on avait des cheveux d'un roux trop clair ou trop foncé. Il faut avoir des cheveux vraiment rouges, rouges flamboyants, ardents, brûlants. Après tout, monsieur Wilson, qu'est-ce que vous risquez à vous présenter ? Vous n'avez qu'à y aller. Toute la question est de savoir si vous estimez que quelques centaines de livres valent le dérangement d'une promenade. C'est un fait, messieurs, dont vous pouvez vous rendre compte. J'ai des cheveux d'une couleur voyante, mais pure. Il m'a donc semblé que, dans une compétition entre rouquins, j'avais autant de chance que n'importe qui. Vincent Spaulding paraissait si au courant que je me dis qu'il pourrait m'être utile. Alors, je lui commandai de fermer le bureau toute la journée et de venir avec moi. Un jour de congé n'a jamais fait peur à un commis. Nous partîmes donc, tous les deux, pour l'adresse indiquée par le journal. Je ne reverrai certainement jamais un spectacle pareil, monsieur Holmes. Venus du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, tous les hommes qui avaient une vague teinte de roux dans les cheveux s'étaient présentés vers la City. Fleet Street était bondée de rouquins. Pop's Court ressemblait à un chargement d'oranges. Je n'aurais pas cru qu'une simple petite annonce déplacerait tant de gens. Toutes les nuances étaient représentées. Jaune paille, citron, orange, brique, setter irlandais, argile, foie malade. Mais Spaulding avait raison. Il n'y en avait pas beaucoup à posséder une chevelure réellement rouge et flamboyante. Lorsque je vis toute cette cohue, j'aurais volontiers renoncé. Mais Spaulding ne voulut rien entendre. Comment se débrouilla-t-il pour me pousser, me tirer, me faire fendre la foule et m'amener jusqu'aux marches qui conduisaient au bureau ? Je ne saurais le dire. Dans l'escalier, le flot des gens qui montaient plein d'espérance côtoyait le flot de ceux qui redescendaient blackboulés. Bientôt, nous pénétrâmes dans le bureau. « C'est une aventure passionnante !» déclara Holmes, tandis que son client s'interrompait pour rafraîchir sa mémoire à l'aide d'une bonne prise de tabac.
Je vous en prie, continuez votre récit. Vous ne pouvez pas savoir à quel point vous m'intéressez. » Dans le bureau, reprit Wilson, le mobilier se composait de 2 chaises de bois et d'une table en sapin. Derrière cette table était assis un petit homme. Il était encore plus rouquin que moi. À chaque candidat qui défilait devant lui, il adressait quelques paroles, mais il s'arrangeait toujours pour trouver un défaut éliminatoire. Obtenir un emploi ne paraissait pas du tout à la portée de n'importe qui à cette ligue. Pourtant, quand vint notre tour, le petit homme me fit un accueil plus chaleureux qu'aux autres. Il referma la porte derrière nous. Nous eûmes ainsi la possibilité de discuter en privé. « Monsieur Wilson ambitionne, déclara mon commis, d'obtenir le poste vacant à la Ligue. »« Ambition qui me semble très légitime, » répondit l'autre. « Il possède à première vue les qualités requises. Et même je ne me rappelle pas avoir vu quelque chose d'aussi beau. » Il recula d'un pas, pencha la tête de côté et contempla mes cheveux avec une sorte de tendresse. Je commençais à ne plus savoir où me mettre. Tout à coup, il plongea littéralement en avant, me secoua la main et avec une chaleur extraordinaire me félicita de mon succès. « La moindre hésitation serait une injustice, » dit-il. « Vous voudrez bien m'excuser cependant si je prends cette précaution. » Il s'était emparé de ma tignasse et il la tirait si vigoureusement à 2 mains que je ne pus réprimer un hurlement de douleur. « Il y a de l'eau dans vos yeux, » dit-il en me relâchant. « Tout est donc comme il faut que cela soit. Que voulez-vous? La prudence est nécessaire. 2 fois nous avons été abusés par des perruques, et 1 fois par une teinture. Je pourrais vous raconter des histoires sur la poix de cordonnier qui vous dégoûteraient de la nature humaine. » Il se pencha par la fenêtre pour annoncer, du plus haut de sa voix, que la place était prise. Un sourd murmure de désappointement parcourut la foule, qui s'égailla dans toutes les directions. Quelques secondes plus tard, il ne restait plus dans Pope's Court un rouquin, que moi-même et mon directeur. « Je m'appelle Duncan Ross. Je suis moi-même l'un des bénéficiaires du fonds qu'a laissé notre noble bienfaiteur. Êtes-vous marié, monsieur Wilson? Avez-vous des enfants? » Je répondis que je n'avais ni femme ni enfant. La satisfaction disparut à son visage. « Mon Dieu !» soupira-t-il. « Voilà qui est très grave. Je suis désolé d'apprendre que vous n'avez ni femme ni enfant. Le fonds est destiné bien entendu non seulement à maintenir la race des rouquins, mais aussi à aider à sa propagation et à son extension. C'est un grand malheur que vous soyez célibataire. » Ma figure s'allongea, monsieur Holmes. Je crus que j'allais perdre cette place. Après avoir médité quelques instants, il me dit que néanmoins, je demeurais agréé. « S'il s'agissait d'un autre, déclara-t-il, je serais inflexible. Mais nous devons nous montrer indulgents à l'égard d'un homme qui a de tels cheveux. Quand serez-vous à même de prendre votre poste? » « Eh bien, c'est un petit peu délicat car j'ai déjà une occupation. »« Oh, ne vous inquiétez pas, sujet, monsieur Wilson, » dit Vincent Spaulding. « Je veillerai sur votre affaire à votre place. »« Et quelles seraient mes heures de travail ?» demandai-je. « De 10 heures à 2 heures. »« Vous savez, monsieur Holmes, les affaires d'un prêteur sur gage se traitent surtout le soir, spécialement le jeudi et le vendredi, qui précèdent le jour de la paix. C'est pourquoi cela me convenait tout à fait de gagner un peu d'argent le matin. De plus, mon commis était un brave garçon, sur qui je pouvais compter. »« D'accord pour les heures, dis-je. Et pour l'argent ? » ?»« Vous toucherez 4 livres par semaine. »« Pour quel travail ? » ?»« Le travail est purement nominal. »« Qu'est-ce que vous entendez par purement nominal ? » ?»« Eh bien, vous devrez être présent au bureau pendant vos heures. Si vous sortez, le contrat sera automatiquement rompu sans recours. Le testament est formel là-dessus. Pour peu que vous bougiez du bureau entre 10 heures et 2 heures, vous ne vous conformeriez pas à cette condition. Il ne s'agit que de 4 heures par jour. Je ne devrais donc même pas songer à sortir. Aucune excuse ne sera acceptée, précisa M. Duncan Ross. Ni une maladie, ni votre affaire personnelle, ni rien. Vous devrez rester ici, faute de quoi vous perdrez votre emploi. Et le travail ? Il consiste à recopier l'encyclopédie britannique. Le premier volume est là. À vous de vous procurer votre encre, votre plume et votre papier. Nous vous fournissons cette table et une chaise. Serez-vous prêt demain ? Certainement. Alors au revoir, monsieur Wilson. Et encore une fois, acceptez tous mes compliments pour la situation importante que vous avez conquise. Il s'inclina en me congédiant.
Me voilà rentré chez moi, accompagné de mon commis. Je ne savais plus très bien ce que je faisais ou disais, tant j'étais heureux. Toute la journée, j'ai tourné et retourné l'affaire dans ma tête. Le soir, le cafard m'a pris. À force de réfléchir, je m'étais en effet persuadé que cette combinaison ne pouvait être qu'une mystification ou une supercherie d'envergure. Mais je ne distinguais pas dans quel but. Il me semblait incroyable que quelqu'un pût laisser de semblables dispositions testamentaires, et impensable que des gens paient si cher un travail aussi simple que de recopier l'encyclopédie britannique. Vincent Spaulding fit l'impossible pour me réconforter, mais dans mon lit, je pris la décision de renoncer. Le lendemain, toutefois, je me dis que ce serait trop bête de ne pas voir d'un peu plus près de quoi elle retournait. J'achetai donc une petite bouteille d'encre, une plume d'oie, quelques feuilles de papier écolier, puis je partis pour Pope's Court. Eh bien, je dois dire qu'à mon grand étonnement, tout se passa le plus correctement du monde. La table était dressée pour me recevoir, M. Duncan Rose se trouvait là pour contrôler que je me mettais au travail. Il me fit commencer par la lettre A et me laissa à ma besogne. Pourtant, il revint me voir plusieurs fois pour le cas où j'aurais eu besoin de lui. À 2 heures, il me souhaita une bonne journée, me félicita pour le travail que j'avais abattu, et quand je sortis, il referma à clé la porte du bureau. Ce manège se répéta tous les jours, monsieur Holmes. Chaque samedi, mon directeur m'apportait 4 souverains d'or pour mon travail de la semaine. Le matin, j'étais là à 10 heures et je partais l'après-midi à 2 heures. Monsieur Duncan Ross espaça peu à peu ses visites. D'abord, il ne vint plus qu'une fois le matin. Au bout d'un certain temps, il n'apparut plus du tout. Naturellement, je n'osais pas quitter la pièce un seul instant. Je ne savais jamais à quel moment il arriverait. L'emploi n'était pas compliqué. Il me convenait à merveille. Je ne voulais pas risquer de le perdre. 8 semaines s'écoulèrent ainsi. J'avais écrit des tas de choses sur abbé, archer, armure, architecture, attique, et je comptais être mis bientôt sur la lettre B. Je dépensais pas mal d'argent sur mon papier écolier et j'avais presque bourré une étagère de mes grimoires, lorsque tout cassa. Cassa ? Oui, monsieur. Et pas plus tard que ce matin. Je suis allé à mon travail comme d'habitude à 10 heures, mais la porte était fermée, cadenassée. Sur le panneau était fiché un petit carré de carton, le voici. Lisez vous-même. Il nous tendit un morceau de carton blanc de la taille d'une feuille de bloc-notes. Je lus. La Ligue des rouquins est dissoute, 9 octobre 1890. Sherlock Holmes et moi considérâmes successivement ce bref faire-part et le visage lugubre de Wilson jusqu'à ce que l'aspect comique de l'affaire vînt supplanter tous les autres. Alors nous éclatâmes d'un rire qui n'en finissait plus. « Je regrette, je ne vois pas ce qu'il y a de si drôle !» s'écria notre client, que notre hilarité fit rougir jusqu'à la racine de ses cheveux flamboyants. « Si vous ne pouvez rien d'autre pour moi que rire, j'irai m'adresser ailleurs. »« Non, non !» cria Holmes, en le repoussant dans le fauteuil d'où il avait commencé à s'extraire. « Pour rien au monde, je voudrais manquer cette affaire. Elle est rafraîchissante, mais elle comporte, pardonnez-moi de m'exprimer ainsi, des éléments plutôt amusants. Veuillez nous dire maintenant ce que vous avez fait dès lors que vous avez trouvé ce carton sur la porte. »« Oh, j'avais reçu un coup de massue, monsieur. Je ne savais à quel saint me vouer. Je fis le tour des bureaux voisins, mais tout le monde ignorait la nouvelle. En fin de compte, je me rendis chez le propriétaire. C'est un comptable qui habite au rez-de-chaussée. Je lui ai demandé s'il pouvait me dire ce qui était arrivé à la Ligue des rouquins. Il me répondit qu'il n'avait jamais entendu parler d'une semblable association. Alors je lui demandai qui était M. Duncan Ross. Il m'affirma que c'était la première fois que ce nom était prononcé devant lui. « Voyons, lui dis-je, le gentleman du numéro 14. »« Ah, le rouquin !»« Oui. »« Oh, fit-il, il s'appelle William Morris. C'est un conseiller juridique. Il se servait de cette pièce pour un usage provisoire. Je lui ai loué jusqu'à ce que ses nouveaux locaux soient prêts. Il a déménagé hier. »« Où pourrais-je le trouver ?»« Oh, à son nouveau bureau. J'ai son adresse quelque part. Oui, c'est le 17 King Edward Street, près de Saint-Paul. » Je courus, monsieur Holmes. Mais quand j'arrivai à cette adresse, je découvris une fabrique de rotules artificielles. Et personne ne connaissait ni monsieur William Morris, ni monsieur Duncan Ross. Et ensuite, qu'avez-vous fait ? Demanda Holmes. Je suis rentré chez moi à Saxe-Coburg Square pour prendre l'avis de mon commis. Mais il se contenta de me répéter que si j'attendais, j'aurais des nouvelles par la poste.
Alors, ça ne m'a pas plu, monsieur Holmes. Je ne tiens pas à perdre un emploi pareil sans me défendre. Comme j'avais entendu dire que vous étiez assez bon pour conseiller des pauvres gens qui avaient besoin d'un avis, je me suis rendu droit chez vous. Vous avez bien fait, dit Holmes. Votre affaire est exceptionnelle, et je serai heureux de m'en occuper. D'après votre récit, je crois possible que les suites soient plus graves qu'on ne le croirait à première vue. Plus graves ? S'exclama M. Wilson. Quoi ? J'ai perdu cette semaine 4 livres sterling. En ce qui vous concerne personnellement, observa Holmes, je ne vois pas quel grief vous pourriez formuler contre cette ligue extraordinaire. Bien au contraire, ne vous êtes-vous pas enrichi de quelques 30 livres ? Et je ne parle pas de connaissances que vous avez acquises gratuitement sur tous les sujets dont l'initiale était un A. Ces gens de la ligue ne vous ont lésé en rien. Non, monsieur, mais je tiens à apprendre la vérité sur le comte, qui ils sont et pourquoi ils m'ont joué cette farce, car c'en est une. Ils se sont bien amusés pour 32 livres. Nous nous efforcerons donc d'éclaircir à votre intention ces problèmes, monsieur Wilson. D'abord, 1 ou 2 questions, s'il vous plaît. Ce commis qui vous a soumis le texte de l'annonce, depuis combien de temps l'employez-vous ? 1 mois à peu près, à l'époque. Comment l'avez-vous embauché ? À la suite d'une petite annonce. Fut-il le seul à se présenter ? Non, il y avait une douzaine de candidats. Pourquoi l'avez-vous choisi ? Parce qu'il avait l'air débrouillard et qu'il consentait à entrer comme débutant. Vous voulez dire à demi-salaire ? Oui. Comment est-il fait, ce Vincent Spaulding ? Oh, il est petit, fortement charpenté, très vif, chauve, bien qu'il n'ait pas 30 ans. Sur le front, il a une tache blanche, une brûlure d'acide. Holmes se souleva de son fauteuil. Une excitation considérable s'était emparée de lui. « Je n'en pensais pas moins, » dit-il. « N'avez-vous pas observé que ses lobes sont percés comme par des boucles d'oreilles ?»« Si, monsieur. Il m'a dit qu'une sorcière les lui avait troués quand il était petit. » fit Holmes en retombant dans ses pensées. « Et il est encore à votre service ?»« Oh oui, monsieur, je viens de le quitter. » « Et pendant votre absence, il a bien géré votre affaire ? » « Rien à dire là-dessus, monsieur. D'ailleurs, il n'y a jamais grand-chose à faire le matin. »« Cela suffit, monsieur Wilson. Je serai heureux de vous faire connaître mon opinion d'ici 1 jour ou 2. Nous sommes aujourd'hui samedi. J'espère que la conclusion interviendra lundi. » Quand notre visiteur eut pris congé, Holmes m'interrogea. « Eh bien, Watson, qu'est-ce que vous pensez de tout cela ?»« Oh, je ne pense rien, » répondis-je franchement. « C'est une affaire fort mystérieuse. » En règle générale, dit Holmes, plus une chose est bizarre, moins elle comporte finalement de mystère. Ce sont les crimes banals, sans traits originaux, qui sont vraiment embarrassants. De même qu'un visage banal est difficile à identifier. Mais il faut que je règle rapidement cela. « Qu'allez-vous faire ?»« Fumer, » répondit-il. « C'est le problème idéal pour 3 pipes. Et je vous demande de ne pas me distraire pendant 50 minutes. » Il se roula en boule sur son fauteuil, avec ses genoux minces ramenés sous son nez aquilin, puis il demeura assis ainsi, les yeux fermés, sa pipe en terre noire, proéminait comme le bec d'un oiseau étrange. Je finis par conclure qu'il s'était endormi, et j'allais moi-même aussi faire un petit somme, quand il bondit hors de son siège. À en juger par sa mine, il avait pris une décision. Il posa sa pipe sur la cheminée. « Il y a un beau concert cet après-midi à St. James Hall, » dit-il. « Qu'en pensez-vous, Watson ? Vos malades pourront-ils se passer de vos services quelques heures ? » Je suis libre aujourd'hui. Ma clientèle n'est jamais très absorbante. Dans ce cas, prenez votre chapeau, nous partons. D'abord, un petit tour dans la City, nous mangerons quelque chose en route. Il y a beaucoup de musique allemande au programme. Et elle est davantage à mon goût que la musique française ou italienne. Elle est introspective, et j'ai grand besoin de m'introspecter. Allez, venez. Nous prîmes le métro jusqu'à Aldergate. Une courte marche nous mena à Saxe-Coburg Square, l'une des scènes où s'était déroulée l'histoire peu banale que nous avions entendue. C'est une petite place de rien du tout, suant la misère sans l'avouer tout à fait. 4 rangées crasseuses de maisons de briques à 2 étages contemplaient une pelouse minuscule entourée d'une grille. Un sentier herbeux et quelques massifs de lauriers fanés y défendaient leur existence contre une atmosphère enfumée et ingrate. 3 boules dorées et un écriteau marron avec Jabez Wilson écrit en lettres blanches à l'angle d'une maison révélèrent le lieu où notre client rouquin tenait boutique.
Sherlock Holmes s'arrêta devant la façade. Il pencha la tête de côté et la contempla. Entre ses paupières plissées, ses yeux brillaient. Lentement, il remonta la rue, puis la redescendit sans cesser de regarder les maisons, comme s'il voulait en percer les murs. Finalement, il retourna vers la boutique du prêteur sur gage. Il cogna vigoureusement 2 ou 3 fois le trottoir avec sa canne, avant d'aller à la porte et d'y frapper. Presque instantanément, on ouvrit. Un jeune garçon, imberbe, à l'aspect fort éveillé, le pria d'entrer. « Merci, » dit Holmes. « Je voudrais seulement que vous m'indiquiez, s'il vous plaît, le chemin pour regagner le Strand d'ici. »« La 3e à droite et la 4e à gauche, » répondit aussitôt le commis en refermant la porte. « Il a l'esprit vif, ce type, » observa Holmes quand nous nous fûmes éloignés. « Selon moi, il est au royaume de l'habileté le 4e homme dans Londres. Quant à l'audace, il pourrait même prétendre à la 3e place. J'ai déjà eu affaire à lui autrefois. »« De toute évidence, » dis-je, « le commis de M. Wilson tient un rôle important dans cette mystérieuse affaire de la Ligue des Rouquins. Je parierais que vous n'avez demandé votre chemin que pour le voir. »« Pas lui. Mais qui alors ? » ?»« Les genoux de son pantalon. »« Ah ? Et qui avez-vous vu ? » ?»« Ce que je m'attendais à voir. »« Pourquoi avez-vous cogné le trottoir avec votre canne ? » ?»« Mon cher docteur, c'est l'heure d'observer, non de parler. Nous sommes des espions en pays ennemi. Nous avons appris quelque chose sur Saxe-Coburg Square. Explorons maintenant les ruelles qui se trouvent derrière. » La rue où nous nous retrouvâmes, lorsque nous eûmes contourné l'angle de ce Saxe-Coburg Square, contrastait autant avec lui que les 2 faces d'un tableau. C'était l'une des artères principales où se déversait le trafic de la City vers le nord et l'ouest. La chaussée était obstruée par l'énorme flot commercial qui s'écoulait en un double courant, l'un allant vers la City, l'autre venant de la City. Nous avions du mal à réaliser que d'aussi beaux magasins et d'aussi imposants bureaux s'adossaient à ce square minable et crasseux que nous venions de quitter. « Laissez-moi bien regarder, » dit Holmes qui s'était arrêté au coin pour observer. « Je voudrais tout simplement me rappeler l'ordre des maisons ici. Il y a Mortimer's, le bureau de tabac, la boutique du marchand de journaux, la succursale Coburg de la Banque de la City et de la banlieue, le restaurant végétarien et le dépôt de voitures McFarlane. Ceci nous mène droit vers l'autre bloc. Voilà, docteur, le travail est fini, c'est l'heure de nous distraire. Un sandwich et une tasse de café, puis en route vers le pays du violon, où tout est douceur, délicatesse, harmonie. Là, il n'y aura pas de rouquins pour nous assommer de devinettes. » Mon ami était un mélomane enthousiaste. Il composait des œuvres qui n'étaient pas dépourvues de mérite. Tout l'après-midi, il resta assis sur son fauteuil d'orchestre. Visiblement, il jouissait du bonheur le plus parfait. Ses longs doigts minces battaient de temps en temps la mesure. Un sourire s'étalait sur son visage. Ses yeux exprimaient de la langueur et toute la poésie du rêve. Qu'ils étaient donc différents des yeux de Holmes le limier, de Holmes l'implacable, l'astucieux, de Holmes le champion des policiers. Son singulier caractère lui permettait cette dualité. J'ai souvent pensé que sa minutie et sa pénétration représentaient une sorte de réaction de défense contre l'humeur qui le portait vers la poésie et la contemplation. L'équilibre de sa nature le faisait passer d'une langueur extrême à l'énergie la plus dévorante. Je savais bien qu'il n'était jamais si réellement formidable que certains soirs où il venait de passer des heures dans son fauteuil parmi les improvisations ou ses éditions en gothique. Alors l'appétit de la chasse s'emparait de lui, et sa logique se haussait au niveau de l'intuition, si bien que les gens qui n'étaient pas familiarisés avec ses méthodes le regardaient de travers, avec méfiance, comme un homme différent du commun des mortels. Quand je le vis ce soir-là, s'envelopper de musique à St. James Hall, je sentis que de multiples désagréments se préparaient pour ceux qu'il s'était donné pour mission de pourchasser. « Vous désirez sans doute rentrer chez vous, docteur ?» me demanda-t-il après le concert. « Oui, ce serait aussi bien. De mon côté, j'ai devant moi plusieurs heures de travail. L'affaire de Coburg Square est grave. »« Grave ? Un crime considérable se mijote. J'ai toute raison de croire que nous pourrons le prévenir. Mais c'est aujourd'hui samedi et cela complique les choses. J'aurai besoin de votre concours ce soir. »« À quelle heure ? » ?»« 10 heures. Ce sera assez tôt. Je serai à Baker Street à 10 heures. »« Très bien.
Ah, dites-moi, docteur. Il se peut qu'un petit danger nous menace. Alors, s'il vous plaît, mettez donc votre revolver d'officier dans votre poche. Il me fit signe de la main, vira sur ses talons et disparut dans la foule. Je ne crois pas avoir un esprit plus obtus que la moyenne, mais j'ai toujours été oppressé par le sentiment de ma propre stupidité au cours de mon commerce avec Sherlock Holmes. Dans ce cas-ci, j'avais entendu ce qu'il avait entendu, j'avais vu ce qu'il avait vu, et cependant, il ressortait de ses propos qu'il discernait non seulement ce qui s'était passé, mais encore ce qui pouvait survenir, alors que, de mon point de vue, l'affaire se présentait sous un aspect confus et grotesque. Tandis que je roulais vers ma maison de Kensington, je me remémorais le tout, depuis l'extraordinaire récit du copieur roux de l'encyclopédie britannique jusqu'à notre visite de Saxe-Coburg Square, sans oublier la petite phrase de mauvais augure qu'il m'avait lancée en partant. Qu'est-ce que c'était que cette expédition nocturne? Pourquoi devrais-je y participer armé? Où irions-nous? Que ferions-nous? Holmes m'avait indiqué que le commis du prêteur sur gage était un as. Un homme capable de jouer un jeu subtil et dur. Et j'essayais de démêler cet écheveau. Mais j'y renonçais bientôt. Après tout, la nuit m'apporterait l'explication que je cherchais. À 9h15, je sortis de chez moi et par le parc de Oxford Street, je me dirigeais vers Baker Street. Devant la porte, 2 fiacres étaient rangés. Passant dans le couloir, j'entendis au-dessus un bruit de voix. De fait, quand j'entrai dans la pièce qui servait de bureau à Holmes, celui-ci était en conversation animée avec 2 hommes. J'en reconnus un aussitôt. C'était Peter Jones, officier de police criminelle. L'autre était long et mince. Il avait le visage triste, un chapeau neuf et une redingote terriblement respectable. « Ah, nous sommes au complet !» s'exclama Holmes en prenant son lourd stick de chasse. « Watson, je crois que vous connaissez Monsieur Jones de Scotland Yard. Permettez-moi de vous présenter Monsieur Merryweather, qui va nous accompagner dans nos aventures nocturnes. »« Vous voyez, docteur, » dit Jones avec l'air important qui ne le quittait jamais. « Encore une fois, nous voici partants pour une chasse à 2. Notre ami est merveilleux pour donner le départ. Il n'a besoin que d'un vieux chien pour l'aider à dépister le gibier. »« J'espère, » murmura lugubrement Monsieur Merryweather, « que nous trouverons en fin de compte autre chose qu'un canard sauvage. »« Vous pouvez avoir pleine et entière confiance en Monsieur Holmes, » dit fièrement l'officier de police. « Il a ses méthodes qui sont, s'il me permet de l'avouer, un tout petit peu trop théoriques et bizarres, mais c'est un détective né. Il n'est pas exagéré de dire qu'une fois ou deux, notamment dans cette affaire de meurtre à Brixton Road ou dans le trésor d'Agra, il a vu plus clair que la police officielle. « Oh, si vous êtes de cet avis, Monsieur Jones, tout est parfait », s'écria l'étranger avec déférence. « Pourtant, je vous confesse que mon bridge me manque. C'est depuis 27 ans la première fois que je ne joue pas ma partie le samedi soir. »« Je crois que vous ne tarderez pas à vous apercevoir, » dit Holmes, « que vous n'avez jamais joué aussi gros jeu. La partie de ce soir sera donc passionnante. Pour vous, Monsieur Merryweather, il s'agit de quelques 30 000 livres. Pour vous, Jones, il s'agit de l'homme que vous voulez tant prendre sur le fait. John Clay, assassin, voleur, fausseur, faux monnayeur. C'est un homme jeune, Monsieur Merryweather, et cependant il est à la tête de sa profession. Il n'y a pas un criminel dans Londres à qui je passerai les menottes avec plus de plaisir. Un type remarquable, ce John Clay. Son grand-père était un duc royal, lui-même a fait ses études à Eton et à Oxford. Il a le cerveau aussi agile que ses doigts. À chaque instant, nous repérons sa trace, mais quant à trouver l'homme, un jour il fracturera un coffre en Écosse, et le lendemain il quêtera dans les Cornouailles pour la construction d'un orphelinat. Il y a des années que je le piste, et je ne suis jamais parvenu à l'apercevoir. J'espère que j'aurai la joie de vous le présenter cette nuit. J'ai eu moi aussi affaire 1 ou 2 fois à Monsieur John Clay, ou John Clay, et je vous concède que c'est un as. Il est plus de 10 heures, il faut partir. Prenez tous 2 le premier fiacre, Watson et moi suivrons dans le second. » Tout au long de notre route, Sherlock Holmes ne se montra guère enclin à la conversation. Du fond du fiacre, il fredonnait les airs qu'il avait entendus l'après-midi. Nous nous engageâmes dans un interminable labyrinthe de ruelles éclairées au gaz, jusqu'à ce que nous nous retrouvions dans Farrington Street. « Nous approchons », constata mon ami. Ce Merryweather est un directeur de banque et cette affaire l'intéresse personnellement. J'ai pensé qu'il ne serait pas mauvais d'avoir Jones avec nous.
Ce n'est pas un mauvais bougre, quoique professionnellement, je le considère comme un imbécile. Mais il a une qualité positive. Il est aussi courageux qu'un bulldog et aussi tenace qu'un homard s'il pose ses pinces sur quelqu'un. Nous voici arrivés. Ils nous attendent. Nous avions atteint la même grande artère populeuse où nous avions déambulé le matin. Nous quittâmes nos fiacres et, guidés par M. Merryweather, nous nous engouffrâmes dans un passage étroit. Il nous ouvrit une porte latérale. Au bout d'un couloir, il y avait une porte en fer massif. Celle-ci aussi fut ouverte. Elle débouchait sur un escalier de pierre en colimaçon qui se terminait sur une nouvelle porte formidable. M. Merryweather s'arrêta pour allumer une lanterne et il nous mena vers un passage sombre qui puait la terre mouillée. Encore une porte, la troisième, et nous aboutîmes à une grande cave voûtée où étaient empilées tout autour des caisses et des boîtes de grande taille. « Par le haut, vous n'êtes pas trop vulnérable », remarqua Holmes en levant la lanterne et en regardant autour de lui. « Ni par le bas », dit M. Merryweather en frappant de son stick les dalles de sol. « Mon Dieu, elle sonne creux. Je dois réellement vous prier de vous tenir un peu plus tranquille, » dit Holmes avec sévérité. « Vous venez de compromettre le succès de notre expédition. Pourrais-je vous demander d'être assez bon pour vous asseoir sur l'une de ces caisses et de ne vous mêler de rien ?» Le solennel M. Merryweather se percha sur une caisse avec un air de dignité offensée. Holmes s'agenouilla sur le sol. À l'aide de la lanterne et d'une loupe, il examina les interstices entre les dalles. Quelques secondes lui suffirent. Il se remit debout et rangea la loupe dans sa poche. « Nous avons une bonne heure devant nous, » déclara-t-il. « En effet, ils ne prendront aucun risque avant que le prêteur sur gage soit couché. Seulement, ils ne perdront plus une minute, car plus tôt ils auront fini leur travail, plus ils auront de temps pour se mettre à l'abri. Nous nous trouvons actuellement, docteur, et vous l'avez certainement deviné, dans la cave d'une succursale, pour la City, de l'une des principales banques de Londres. Monsieur Merryweather est le président du conseil d'administration et il vous expliquera les raisons pour lesquelles les criminels les plus audacieux de la capitale n'auraient pas tort de s'intéresser à présent à cette cave. « C'est notre or français », chuchota le président. « Et nous avons été avertis à plusieurs reprises qu'un coup était en préparation. »« Votre or français ?»« Oui. Il y a quelques mois, nous avons eu occasion de consolider nos ressources. À cet effet, nous avons emprunté 30 000 Napoléons à la Banque de France. Mais dans la City, on a appris que nous n'avons jamais eu besoin de cet argent frais et qu'il était dans notre cave. La caisse sur laquelle je suis assis contient 2000 Napoléons, enveloppés de papier de plomb. Notre réserve métallique est beaucoup plus forte en ce moment que celle qui est généralement affectée à une simple succursale, et la direction redoute quelque chose. » « Crainte tout à fait justifiée, » ponctua Holmes. « Maintenant, il serait temps d'arranger nos petits plans. Je m'attends à ce que l'affaire soit mûre dans 1 heure. D'ici là, monsieur Merryweather, faites tomber le volet de votre lanterne. Alors nous resterons dans le noir. »« J'en ai peur. J'avais emporté un jeu de cartes, monsieur Merryweather, et je pensais que puisque nous serions 4, vous auriez pu faire quand même votre partie de bridge. Mais l'ennemi a poussé si loin ses préparatifs que toute lumière nous est interdite. Première chose à faire, choisir nos places. Nos adversaires sont des gens audacieux. Nous aurons l'avantage de la surprise, c'est entendu, mais si nous ne prenons pas le maximum de précautions, gare à nous. Je me tiendrai derrière cette caisse. Vous autres, dissimulez-vous derrière celle-là. Quand je projetterai de la lumière sur eux, cernez-les en vitesse. Et s'ils tirent, Watson, n'ayez aucun scrupule. Abattez-les comme des chiens. » Je posai mon revolver, armé, sur la caisse en bois derrière laquelle je m'accroupis. Holmes abaissa le volet de la lanterne. Nous fûmes plongés dans l'obscurité, et cette obscurité me parut effroyablement opaque. L'odeur du métal chauffé demeurait pour nous convaincre que la lumière n'était pas éteinte, et qu'elle jaillirait au moment propice. Mes nerfs, exaspérés par cet affût particulier, me rendaient plus sensible à l'atmosphère glacée et humide de la cave. « Ils n'ont qu'une retraite possible, » chuchota Holmes. « La maison de Saxe Coburg Square. Je pense que vous avez fait ce que je vous ai demandé, Jones. Un inspecteur et 2 agents font le guet devant la porte. Par conséquent, tous les trous sont bouchés. Il ne nous reste plus qu'à nous taire et à attendre. » Comme le temps nous sembla long, en confrontant nos souvenirs ensuite, nous découvrîmes qu'il ne s'était écoulé qu'1 heure et quart avant l'action.
Nous aurions juré que la nuit entière avait passé et que l'eau blanchissait déjà le ciel au-dessus de nos têtes. J'avais les membres raides et endoloris, car j'avais peur de faire du bruit en changeant de position. Quant à mes nerfs, ils étaient tellement tendus que je percevais la respiration de mes 3 compagnons. Je distinguais même celle de Jones, plus lourde, de celle du président du conseil d'administration de la banque, qui ressemblait à une poussée régulière de soupirs. De ma place, je pouvais observer les dalles par-dessus la caisse. Soudain, mes yeux aperçurent le trait d'une lumière. D'abord, ce ne fut qu'une étincelle rougeâtre sur le sol dallé. Puis elle s'allongea jusqu'à devenir une ligne jaune, et alors, sans le moindre bruit, une fente se produisit, et une main apparut. Blanche, presque féminine, cette main se posa au centre de la petite surface éclairée. Elle tâtonna alentour. Pendant 1 minute ou 2, la main, avec ses doigts crispés, émergea du sol. Puis elle se retira aussi subitement qu'elle était apparue. Tout redevint noir, à l'exception de cette unique lueur rougeâtre qui marquait une fente entre 2 dalles. La disparition de la main, cependant, ne fut que momentanée. Dans un bruit de déchirement, d'arrachement, l'une des grosses dalles blanches se souleva sur un côté. Un trou carré, béant, se creusa et une lanterne l'éclaira. Par-dessus le rebord, un visage enfantin, imberbe, surgit. Il inspecta les caisses du regard. De chaque côté de l'ouverture, ainsi pratiquée dans le sol, une main s'agrippa. Les épaules émergèrent, puis la taille. Un genou prit appui sur le rebord, l'homme se mit debout à côté du trou. Presque au même instant, se dressa derrière lui un complice, aussi agile et petit que lui, avec un visage blême et une tignasse d'un rouge flamboyant. « Tout va bien » murmura-t-il. « Tu as les ciseaux, les sacs ?»« Oh, bon Dieu, saute ! Archie, saute !»« Je m'en débrouillerai tout seul. » Sherlock Holmes avait bondi et empoigné l'homme. L'autre plongea par le trou et je perçus le bruit d'une étoffe qui se déchirait, car Jones l'avait happé par son vêtement. La lumière fit luire le canon d'un revolver. Mais Holmes frappa le poignet d'un coup de stick et l'arme tomba au sol. « Inutile, John Clay !» articula Holmes avec calme. « Vous n'avez plus aucune chance. »« J'ai compris, » répondit le bandit avec le plus grand sang-froid. « J'espère que mon copain s'en est tiré, bien que vous ayez eu les pans de sa veste. »« Il y a 3 hommes qui l'attendent à la porte, » dit Holmes. « Oh, vraiment ? Vous me paraissez n'avoir rien oublié. Puis-je vous féliciter ?»« Moi aussi, je vous félicite, » dit Holmes. « Votre idée des requins était très originale et efficace. »« Vous retrouverez bientôt votre copain, » dit Jones. « Il descend dans les trous plus vite que moi. Tendez-moi les poignets, afin que j'attache les menottes. »« Je vous prie de ne pas me toucher avec vos mains crasseuses, » observa notre prisonnier, tandis que les cercles d'acier se refermaient autour de ses poignets. « Vous ignorez peut-être que j'ai du sang royal dans les veines. Ayez la bonté, quand vous vous adressez à moi, de m'appeler monsieur et de me dire s'il vous plaît. »« D'accord, » répondit Jones, ahuri, mais ricanant. « Eh bien, voulez-vous, s'il vous plaît, monsieur, monter par l'escalier ? Nous trouverons en haut un carrosse qui transportera votre Altesse au poste de police. »« Voilà qui est mieux, » dit John Clay avec sérénité. Il s'inclina devant nous 3 et sortit paisiblement sous la garde du policier. « Réellement, monsieur Holmes, » dit monsieur Merriweather pendant que nous remontions de la cave, « je ne sais comment la banque pourra vous remercier et s'acquitter envers vous. Sans aucun doute, vous avez découvert et déjoué une tentative de cambriolage, comme je n'en avais encore jamais vu dans une banque. »« J'avais un petit compte à régler avec monsieur John Clay, » sourit Holmes. « Dans cette affaire, mes frais ont été minimes. J'espère néanmoins que la banque me les remboursera. En dehors de cela, je suis largement récompensé parce que j'ai vécu une expérience pour ainsi dire unique et que la Ligue des Rouquins m'a été révélée. Elle était très remarquable. « Voyez-vous, Watson, » m'expliqua-t-il dans les premières heures de la matinée, alors que nous étions assis à Baker Street devant un bon verre de whisky. Une chose me sauta aux yeux tout d'abord. Cette histoire assez incroyable d'une annonce publiée par la soi-disant Ligue des Rouquins et de la copie de l'encyclopédie britannique ne pouvait avoir d'autre but que de retenir chaque jour hors de chez lui notre prêteur sur gage. Le moyen utilisé n'était pas banal. En fait, il était difficile d'en trouver de meilleur. C'est indubitablement la couleur des cheveux de son complice qui inspira l'esprit subtil de Clay.
4 livres par semaine constituaient un appât sérieux. Mais qu'était-ce pour eux que 4 livres, puisqu'ils en espéraient des milliers? Ils insérèrent l'annonce. L'un des coquins loua provisoirement le bureau, l'autre poussa le prêteur sur gage à se présenter. Et tous deux profitaient chaque matin de son absence. À partir du moment où j'ai su que le commis avait accepté de travailler à mi-salaire, j'ai compris qu'il avait un certain motif pour accepter l'emploi. Mais comment avez-vous découvert de quel motif il s'agissait? Oh, s'il y avait eu des femmes dans la maison, j'aurais songé à une machination plus vulgaire. Mais il ne pouvait en être question. D'autre part, le bureau de notre prêteur sur gage rendait peu. Enfin, rien chez lui ne justifiait une préparation aussi minutieuse, longue et coûteuse. Il fallait donc chercher dehors, mais chercher quoi? Je réfléchis à la passion du commis pour la photographie et à son truc de disparaître dans la cave. La cave, c'était là qu'aboutissaient les fils de l'énigme que m'avait apporté M. Jabez Wilson. Je posai alors quelques questions. Des questions sur ce commis mystérieux, et je me rendis compte que j'avais affaire à l'un des criminels de Londres les plus audacieux et les plus astucieux. Il était en train de manigancer quelque chose dans la cave. Quelque chose qui lui prenait plusieurs heures par jour depuis des mois. Encore une fois quoi? Je ne pouvais qu'envisager un tunnel destiné à le conduire vers un autre immeuble. J'en étais arrivé là quand nous nous rendîmes sur les lieux. Je vous ai étonné quand j'ai cogné le sol avec mon stick, mais je me demandais si la cave était située sur le devant ou sur l'arrière de la maison. Au son, je sus qu'elle n'était pas sur le devant. Ce fut alors que je sonnai. J'espérais bien que le commis se dérangerait pour ouvrir. Nous avions eu quelques escarmouches, mais nous ne nous étions jamais vus. Je regardais à peine son visage, c'était ses genoux qui m'intéressaient. Vous avez pu remarquer vous-même combien à cet endroit le pantalon était usé, chiffonné et taché. De tels genoux étaient révélateurs du genre de travail auquel il se livrait pendant des heures. Le seul point mystérieux qui restait à élucider était le pourquoi de ce tunnel. En me promenant dans le coin, je constatai que la banque de la City et de la banlieue attenait à la maison de Jabez Wilson. Quand vous rentrâtes chez vous après le concert, j'alertai Scotland Yard et le président du conseil d'administration de la banque. Et la conclusion fut ce que vous avez vu. Et comment avez-vous pu prévoir qu'ils feraient dès le soir leur tentative? À partir du moment où le bureau de la Ligue était fermé, il était certain qu'ils ne se souciaient plus que Jabez Wilson fût absent chez lui. Par ailleurs, il était capital de leur point de vue qu'ils se dépêchassent. Car le tunnel pouvait être découvert, ou l'heure changée de place. Le samedi leur convenait bien, car ils avaient 2 jours pour disparaître. C'est pour toutes ces raisons que je les attendais pour hier soir. « Oh, votre logique est merveilleuse !» m'écriai-je avec une admiration non feinte. « La chaîne est longue, et cependant, chaque anneau se tient. »« Oh, la logique me sauve de l'ennui !» répondit-il en bâillant. « Hélas, je le sens qui me cerne encore. Ma vie est un long effort pour m'évader des banalités de l'existence. Ces petits problèmes m'y aident. Et de plus, vous êtes un bienfaiteur de la société, ajoutai-je. Il haussa les épaules. Peut-être. Après tout, cela sert-il à quelque chose? L'homme n'est rien, c'est l'œuvre qui est tout. Comme Flaubert l'écrivait, à George Sand.